Jean, merci de vous donner une update, encore qu'un certain nombre d'entre vous ont peut-être, mais ils ne s'en souviennent pas, déjà vu une partie de ce que je vais vous montrer, qui a à voir avec à quoi correspond ce qu'on appelle la neurohistio, en tout cas nos efforts pour essayer de comprendre ça. Et je vais vous donner une introduction sur les hypothèses qui nous permettent de travailler dans le labo. Et puis ensuite, je présenterai des résultats. Je dois aussi dire que ces résultats, mais j'aurai une diapo là-dessus, c'est une collaboration avec un tas de gens en France, en particulier Jean, Julien Roche et Daniel Seyan et d'autres. Et donc, juste pour vous rappeler d'où on part, on s'est intéressé depuis plusieurs années à la biologie des macrophages. Ils sont des cellules qui sont conservées dans à peu près l'ensemble des espèces animales, ce qui n'est pas le cas d'autres cellules de ce qu'on appelle le système hématopoïétique chez les animaux. En gros, il y a des animaux qui n'ont que des macrophages et pas d'évidence pour un autre type d'hématopoïèse. Et ils sont présents dans la plupart des tissus et donc la plupart des espèces, et pourtant, même à l'intérieur d'un même animal, ils ont des fonctions très différentes en fonction du tissu dans lequel ils sont. J'imagine que la plupart d'entre vous sont médecins, ou en tout cas une connaissance de la biologie. C'est pas la peine de beaucoup expliquer que la microglie, qui sont les macrophages du cerveau, et les ostéoclastes, qui sont les macrophages de l'os, ont des fonctions très différentes, parce que c'est évident. Je ne vais pas perdre de temps à discuter ça. Et une observation qui est intéressante, c'est que les gènes qui sont préférentiellement exprimés dans les macrophages, pas uniquement, comme par exemple le récepteur du MCSF, leur mutation, qui peut être héréditaire, entraîne des phénotypes extrêmement graves qui touchent l'os, qui touchent le métabolisme et qui touchent le développement et les fonctions du système nerveux central. Et en particulier, il y a des maladies neurodégénératives très impressionnantes qui se développent dans des familles qui ont ce type de mutation. Et puis aussi des maladies inflammatoires. Et il y a aussi des mutations somatiques dans ce lignage du macrophage. Je ne vais pas parler de tout ce qui est leucémie, par exemple, mais juste dans les macrophages, il y a les histiocytoses que vous connaissez mieux que moi, et dans lesquelles on trouve des clones qui portent une même mutation qui a été acquise à un moment donné. Quand je parle des macrophages, on essaie de les distinguer parce qu'il faut le faire. Des cellules qui, sur mon schéma, sont en rouge, qui sont chez les vertébrés et chez certains invertébrés, des cellules qui sont produites dans un organe spécialisé qui, chez l'adulte, produit des globules blancs, la moelle par exemple, et qui vont entrer dans le sang, et qui vont pouvoir rentrer dans les tissus, en général par des mécanismes actifs, en général souvent dans des conditions inflammatoires, et qui sont en rouge ici, et qui sont un lignage cellulaire différent de ces macrophages en bleu qui sont près des cellules du tissu. Est-ce que vous voyez ma flèche? Oui, oui. Donc là, je bouge ma flèche, et vous la voyez. Ok. Ah, c'est fantastique. Donc c'est important parce que ce que je vais vous dire est difficile à comprendre si on n'a pas à l'idée qu'on étudie les cellules bleues et leur relation avec les cellules rouges et avec les cellules de l'organe. Si on imagine que ce sont les mêmes, ce que je vais dire ne fait pas beaucoup de sens.
Et donc, on a publié cette année une revue dans un magazine populaire scientifique sur ces macrophages, comme je viens de les définir, et leur rôle dans différents tissus. Donc, vous avez le macrophage alvéolaire qui joue un rôle dans le poumon, vous avez la microglie qui joue un rôle dans le cerveau, et des macrophages dans le tissu adipeux sur lesquels on a travaillé récemment et qui jouent un rôle important dans le storage des lipides, dans le storage, pas le storage, je vais dire storage, mais pas le bon mot. Les ostéoclastes, et donc on a, au cours des dernières années, on a montré que beaucoup de ces cellules faisaient partie de ce système et viennent d'un même précurseur. Et donc un papier qu'on avait publié, qui est la cause de la discussion d'aujourd'hui, c'est qu'on avait introduit la mutation BRAF-V600E dans ce système et on avait observé que le phénotype dominant était une neurogénération. Et donc la biologie générale de ces cellules, c'est qu'elles sont extrêmement bien équipées pour détecter l'environnement, que ce soit des cellules santé cellulaire, si vous voulez, le métabolisme du tissu, le milieu extracellulaire en général, les microbes bien sûr, et ils expriment énormément de gènes pour toute une variation de récepteurs et qui peuvent avoir des réponses effectrices en réponse à ça. Et on a publié un papier chez la Drosophile plus tôt cette année, dans lequel on montre que c'est même important, par exemple, pour qu'une mouche décide de passer du stade larvaire au stade adulte, ce qui correspond à la puberté chez les mammifères, par exemple, et qu'en fonction du statut nutritionnel de l'animal, les macrophages vont contrôler la production d'hormones stéroïdes pour accélérer ou délayer cette métamorphose des mouches. Et de la même façon, pour leur relation avec les cellules, les autres cellules qui sont autour, en général, ils s'efforcent de les laisser tranquilles, de ne pas les manger, parce qu'ils sont capables de phagocytose de façon extrêmement agressive. Et on a un papier qui est en presse qui montre que c'est sous le contrôle de certains gènes et qu'on peut tout à fait les faire manger les cellules voisines, en particulier des cellules qui seraient tumorales. Et donc ils ont un rôle important pour maintenir le micro-environnement dans lequel les autres cellules peuvent travailler. Vous m'entendez toujours, hein? Oui. Okay. Donc, un élément important de ça, c'est ce schéma sur la différenciation de ces cellules, parce que la raison pour laquelle on les étudie séparément, c'est parce qu'on s'est rendu compte que vous avez à droite de l'écran l'hématopoïèse, telle qu'on la connaît en général, qui se passe dans le foie fœtal, puis dans la moelle osseuse, chez les vertébrés, chez les mammifères, et qui produit un tas de cellules comme les lymphocytes et so on. Mais avant ça, il y a une hématopoïèse qui se passe en extra-embryonique, dans ce qu'on appelle le yolk sac, et c'est vrai chez l'homme et la souris, et qui génère des cellules transitoires, des globules rouges transitoires, et des macrophages. Et ces macrophages, eux, vont rester dans les tissus, et c'est eux qui vont donner naissance aux ostéoclastes, à la microglie, aux cellules de Kupffer, et ainsi de suite. Et alors, en général, il y a très peu de contributions des cellules circulantes du sang, comme par exemple les monocytes, qui peuvent donner des macrophages dans un certain nombre de conditions, mais il y a très peu de contributions, par exemple, de ces monocytes à la microglie, aux cellules de Kupffer ou à d'autres populations. Et donc, si ça vous intéresse, il y a plusieurs papiers du laboratoire que j'ai cités sur mes premières diapos que les gens qui s'intéressent pourraient regarder. Voilà. Et puis on peut aussi en discuter, mais
c'est très important parce que, enfin, très important pour la discussion parce que on a un travail aussi qui est en train d'être publié qui montre que c'est au niveau de la gastrula, du mésoderme, de ce que les gens appellent les hémangioblastes, les premiers précurseurs en angiohématopoïétique, que la différence se fait. Donc il n'y a pas de lien entre cette hématopoïèse et les cellules souches, ou ce qu'on appelle les cellules souches de la plante. Donc une mutation peut tout à fait avoir lieu dans ce système-là sans affecter. Et c'est très intéressant, mais je ne peux pas vous montrer les résultats, mais parce que j'ai pas le temps, mais c'est vraiment deux systèmes qui développementalisent sont différents. Après, ils peuvent se rejoindre dans les tissus où on peut avoir différents types de cellules qu'on appelle macrophages, mais qui sont de types différents. Et juste pour vous montrer que ça, c'est quelque chose qui se passe tôt, ça c'est un embryon de souris à E9.5 pour les gens qui ne sont pas dans le développement de la souris. C'est un jour avant la formation des premières cellules de l'hématopoïèse adulte dans l'aorte dorsale, et un jour avant, ce qui est beaucoup en développement de la souris, un jour avant, les macrophages ont déjà, en vert, ici les petits points verts, ont déjà envahi, à partir du yolk sac, l'ensemble des tissus de l'embryon qui se développent. Et vous voyez ici la tête de l'embryon. Il n'y a pas de cerveau, les neurones commencent à différencier à partir de 12.5, mais dans cette extrémité céphalique, il y a déjà beaucoup de macrophages, ainsi que partout ailleurs. Et ça, c'est un jour plus tard, donc à 10,5, au moment où les premières cellules souches commencent à être identifiables, les cellules souches ou cellules de l'hématopoïèse adulte, parce qu'elles sont souches. Et là, vous voyez donc un autre embryon, ça c'est la tête. Là, vous avez le yolk sac autour, cette membrane vasculaire. C'est les vaisseaux qui sont en rouge. Les macrophages sont en blanc. La aorte est ici. C'est là que les cellules souches vont principalement là. Et puis vous voyez que déjà à ce stade-là, il y a des dizaines de milliers de macrophages dans cet embryon, dans le yolk sac et dans tout l'embryon. Vous voyez mes images et vous m'entendez toujours. Oui. De temps en temps, Jean, tu peux tousser, comme ça je sais que je suis pas mute. Donc, ça c'est pour dire qu'il y a toute une partie du développement qui se passe, de ces macrophages, qui se passe avant l'intervention de cellules de type monocytaire. Et elles vont rester. On a fait un tas d'expériences dans le passé qui montrent que génétiquement, elles n'ont pas besoin de cellules souches ou d'hématopoïèse définitive en fonction du nom qu'on leur donne pour exister. Donc un embryon dans lequel on enlève toutes les cellules hématopoïétiques de type adulte, les macrophages sont toujours là. Et c'est vrai quand on enlève le gène MYB dans les souris. Et il y a différents types de lineage tracing qu'on a fait en partie avec Hans-Reimer Rodewald, qui est pour moi le meilleur spécialiste de ce lineage tracing. Et toutes ces pour nous, hein, c'est différent pour d'autres. Je ne vais pas faire de la philosophie là, mais en science aujourd'hui, peut-être toujours, les gens accordent beaucoup plus d'importance à leurs opinions qu'aux faits, et c'est parfois très difficile de voir les faits. Et donc il y a des opinions qui divergent sur ce que je vous dis, mais moi je vous parle des faits que nous, on a pu vérifier. Et, ça engage moi et la collaboration. Et donc, quels que soient les modèles qu'on utilise, ces cellules, ces macrophages qui se développent tôt, comme je vous l'ai montré, restent ils sont rejoints par d'autres cellules, mais ils sont stables. Et on peut le montrer, par exemple, avec des modèles de chimères hématopoïétiques sans irradier l'hôte. Il y a plusieurs façons de faire. Et vous voyez en particulier, ici je vous montre le cerveau, parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Dans le cerveau, dans une souris qui porte des macrophages, mais dont la moelle est marquée différemment, pour plusieurs différentes raisons. Vous voyez que la microglie, par exemple, est très peu chimérique. Si vous comparez ça aux autres cellules myéloïdes qui se promènent dans le cerveau, c'est pareil
dans l'épiderme, dans le pancréas, dans le poumon, et ainsi de suite. Donc ils se maintiennent de façon indépendante, et on sait que c'est en partie dû à le fait qu'ils peuvent proliférer localement et parfois très énergiquement quand c'est nécessaire. Et ils ne circulent pas entre les tissus. Ce qui veut dire que quand deux macrophages dans deux tissus différents, en général, ont été déposés là au moment du développement, et ensuite ils restent... Et Elvira Mas, qui était une postdoc dans le labo, avait fait un énorme travail pour essayer de savoir comment est-ce qu'on arrivait à avoir des macrophages différents dans différents tissus. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ça apparaît très tôt. Donc, à 10.5, qui est la diapo que je vous montrais tout à l'heure, vous avez déjà, en fonction des parties de l'embryon que vous pouvez disséquer, des profils transcriptionnels, ou appelez ça épigénétique si vous voulez, qui sont différents. Donc les macrophages qui sont dans la partie céphalique de l'embryo expriment des préférentiellement des facteurs de transcription qui sont différents de ceux qui sont dans le foie ou dans d'autres tissus. Donc il y a une spécification qui se fait au moment de cette colonisation de l'embryon. Et donc cette diapo est outdatée parce que maintenant pour nous le précurseur vient du mésoderme, mais vous pouvez imaginer qu'une mutation à ce stade-là va pouvoir se distribuer dans différents tissus et possiblement donner une maladie systémique, si ça rend malade, sans circuler dans le sang. Et vous pouvez aussi avoir des mutations dans certains tissus qui ne sont pas dans d'autres. Et donc on s'était posé la question à l'époque, on s'était posé la question à l'époque de quelles pourraient être les conséquences pour la biologie des macrophages de mutations qui pourraient apparaître pendant leur développement, pendant la colonisation des tissus et ou plus tard quand les cellules prolifèrent. Des mutations qui pourraient non pas apparaître mais être amplifiées. Parce que je ne vais pas vous faire un cours, d'ailleurs je suis incompétent pour ça sur les mutations somatiques, mais c'est un phénomène qui est très fréquent, qui est normal, et qui entraîne une sélection par la suite de clones dans les tissus. Et il y a toute une littérature plus ou moins récente qui montre que ça s'accompagne de toute une série de phénotypes qui peuvent correspondre à des maladies humaines. Et évidemment, l'évolution d'une cellule cancéreuse est le plus connu, parce qu'elles ont tendance à muter plus facilement, souvent, pour des problèmes de réparation. Mais il y a plein d'autres maladies, en particulier les maladies neurodégénératives, qui peuvent impliquer ce phénomène de mutation somatique. Et donc on avait fait une expérience génétique en introduisant la mutation qu'on connaît dans l'histiocytose dans des progéniteurs à un stade précoce de développement, c'était 8,5, donc au moment où il n'y a pas encore de macrophages. Et donc on avait entraîné dans une petite partie de ces précurseurs immunisation le BRAF qui n'affectait pas le développement, c'est-à-dire que les macrophages, ça leur était égal d'avoir BRAF VI ou pas, mais quand la souris naissait, après quelques mois de vie, elle présentait un syndrome neurologique. Et ça, c'est juste pour vous montrer que c'était vrai dans tous les tissus. Donc vous avez une prolifération, une accumulation de macrophages dans ces souris, hein, dans le cerveau, mais aussi dans le foie, dans les poumons, en particulier les interstitiels qui sont les vrais résidents dans le poumon, dans d'autres organes, mais c'est très bien toléré chez la souris. Et donc il n'y a pas on n'a pas trouvé de signe clinique évident de ce type d'histiocytose entre guillemets. Et ici, vous avez dans le microïde, vous voyez la présence d'un clone, et ces clones sont absents du sang, comme je vous l'ai dit avant. Et donc ils prolifèrent un peu plus. Et ça, c'est différent de ce qui se passe si vous mettez cette mutation BRAF dans le système hématopoïétique définitif, dans
qu'on appelle les LSK, ou les cellules souches progéniteurs de la moelle osseuse, où on observe des syndromes tumoraux beaucoup plus importants, souvent létaux. Et on peut faire ça dans différents modèles, différents précurseurs. Ça a été aussi publié par d'autres. On a répété ces expériences ici, et de façon amusante, on ne voit pas de maladies neurologiques particulières chez ces souris, probablement parce qu'elles meurent avant de les développer. Si on peut faire survivre ces souris, peut-être qu'on verrait à ce moment-là des maladies du cerveau. Et dans le cas de ces souris où on introduit la mutation dans le lignage des macrophages, ce qu'on appelle les macrophages résidents, qui inclut la microglie, très tôt, à une faible fréquence allélique, on voit qu'après 5-6 mois de vie, elles commencent toutes à devenir ataxiques, ce sont des signes cérébelleux, si vous voulez, elles finissent paralysées, et en particulier, il y a une accumulation de ces cellules dans le cerveau postérieur, le midbrain et le brainstem, et le cerveau. Et ça nous rappelait un peu ce qui peut arriver chez les patients qui ont une histiocytose. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien dans le reste du cerveau, mais c'est plus marqué en postérieur. Et donc, ce qu'on voyait à l'époque, c'est que ces cellules deviennent plus améboïdes, plus histiocytaires, si vous voulez, et puis qu'il y a une souffrance cérébrale. Et si on inhibe BRAF en injectant, en l'occurrence c'était dans la nourriture qu'on leur donnait à cet inhibiteur de BRAF, on arrive à diminuer les symptômes et la maladie. Et pour montrer un schéma qui est peut-être plus joli que les miens, qui avait été fait par Mervyn Yoder, l'idée générale de ce qu'on essayait de montrer, c'était que une mutation dans ce ligné des macrophages résidents pouvait causer bien plus tard, une fois que les clones se sont établis, des problèmes neuro-inflammatoires qui pouvaient causer des syndromes de neurodégénération. Donc ça, c'était l'idée. Et plus généralement, ce qu'on se disait, c'était que si ça c'est vrai, ça pourrait être intéressant dans un certain nombre de démences, parce que si ça contribue au phénotype, ça pourrait aussi être la cible pour des traitements. Et on a beaucoup travaillé là-dessus, dans la maladie d'Alzheimer et dans l'histiocytose. Et de façon surprenante, les résultats ils sont assez parallèles dans la maladie d'Alzheimer et dans l'histiocytose. Je ne vais pas du tout parler de la maladie d'Alzheimer, et on a énormément de problèmes pour publier nos data, parce que les gens de la maladie d'Alzheimer ont absolument horreur de ça, suffisamment pour nous bloquer. Mais je vais vous parler de l'histiocytose. Mais je pense que le mécanisme est commun. Ça veut dire que c'est la cause de la maladie, les démons, mais c'est pour contribuer. Est-ce qu'il y a des gens qui voulaient m'interrompre ou non? J'entends des bruits. Jean? Non. Et vous m'entendez? Ouais, on va essayer de... Ok, donc maintenant je vais essayer de montrer rapidement ces résultats qui ont été générés dans le labo par un certain nombre de gens, en particulier Rossio Vicario, et comme je disais, il y a un grand nombre de gens qui ont participé. J'ai juste voulu mettre en gras hier soir les noms des gens dont je pensais qu'ils seraient dans l'audience pour que tout le monde soit content. Mais vous connaissez, donc vous savez. Et donc cette étude, elle va probablement être publiée dans peu de temps. On a des vrais problèmes avec en particulier des spécialistes des histiocytoses qui sont critiques. Donc on a regardé 8 patients, ce qui n'est pas beaucoup, et ce qui est beaucoup quand on sait que c'est difficile d'avoir des initiaux toxiques. Le premier patient est connu de Jean, il a développé une maladie, une histiocytose longueur ancienne quand il était très petit, très, très classique. Il a développé plus tard un syndrome extrapyramidal et une maladie neurodégénérative, et il est malheureusement décédé. Un deuxième patient a un phénotype très similaire. On a été vu
au Sloan Kettering, et elle est vivante, et on a pu faire une biopsie du cérébellum pour des raisons que je ne vais pas discuter. Et puis d'autres patients qui ont été vus à la Pitié, qui sont donc des adultes, avec plutôt des maladies d'Erdheim-Chester, des maladies dissociatives anciennes, mais qui ont en commun d'avoir la mutation BRAF-VI et une histiocytose. Et on peut discuter les patients si vous voulez, mais, mais on a choisi de les étudier ensemble, même si les maladies sont différentes. Et un certain nombre d'entre eux avaient un diagnostic de neurohistiocytose, certains non. On pensait d'ailleurs que ceux qui n'en ont pas seraient un contrôle négatif pour voir le cerveau de gens qui ne sont pas malades. Mais quand on revoit les MRI de ces patients, on se rend compte qu'un certain nombre qui n'étaient pas neurohistiocytose avaient quand même des anomalies non spécifiques de leur MRI qui avaient été notées, mais qui ne correspondaient pas à des signes cliniques particuliers. Et donc les deux patients pédiatriques n'avaient pas d'autres maladies, au moins que je connaisse. Les adultes étaient âgés et avaient d'autres maladies associées, bon, qui sont parfois morts. Et donc le but, c'était de regarder ce qui se passait dans l'ADN des cellules de la microglie. Donc, à partir de tissus congelés, on a isolé les noyaux de ces cellules et on les a marqués pour essayer de distinguer les neurones, les noyaux des neurones, avec un anticorps qui s'appelle NuN, et les noyaux qui expriment PU1, et je vous montrerai après ce que ça marche. C'est un facteur de transcription, et puis ceux qui ne marquaient rien. Et ensuite, on a fait un deep sequencing à haute densité de tous les gènes qui peuvent être impliqués dans des processus de type néoplasique ou connus dans des maladies du cerveau pour essayer de focuser un peu l'analyse sur la partie du génome qui nous intéresse. Et puis on les a validés, et je ne vais pas parler de ça. Mais quand on regarde ces noyaux PU1 qu'on extrait du cerveau, ça correspond globalement à plus de 90% à des cellules qui sont étiquetées microglies par les algorithmes de reconnaissance cellulaire. Et puis il y a aussi quelques autres cellules, hépastrocytes, oligodendrocytes, endothéliales. Il y a très peu de cellules hématopoïétiques. Donc on va considérer que PU1 positif, ça équivaut peut-être à de la microglie, en première analyse. Ça pourrait aussi contenir des cellules qui viennent de la périphérie, comme des monocytes, mais on en voit très peu. Et donc, on a pris grâce à Daniel et à Jean et à Julien, on a pu extraire de différentes parties du cerveau de ces patients ces différents noyaux, et on s'est rendu compte d'ailleurs que dans les patients qui ont une histiocytose, quelle qu'elle soit, il y a quand même moins de noyaux de neurones et plus de noyaux de PU1, ce qui quand on compte, fait dire qu'il y a quand même moins de neurones globalement dans ces prélèvements de cerveau, c'est ça, c'est une analyse globale. Hein. La plupart de la déplétion se fait dans la partie postérieure, en bas de l'écran. Et donc on a obtenu tous ces échantillons, fait des centaines. On a aussi étudié le cerveau de 100 contrôles. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'était que les variants qu'on détecte par séquençage sont très abondants dans les cellules PU1 du cerveau des patients. Ils sont aussi abondants dans les cellules PU1 du cerveau des contrôles, donc il y a beaucoup de mutations dans la microglie. Mais ils sont quand même il y a quand même beaucoup plus de mutations par mégabase dans le cerveau, dans la microglie, les PU1 des patients. Vous voyez, c'est la seule chose qui est statistiquement différente, c'est ça. Donc ça, c'est les contrôles, ça, c'est les patients. H, c'est et une autre chose qu'on note, c'est qu'il y a relativement peu de variants qui se présentent dans le sang et dans le cerveau. Et c'est vrai chez les contrôles, c'est vrai aussi chez l'histiocytose, et ça reflète quelque chose que je ne vais peut-être pas avoir le temps de discuter beaucoup, mais c'est que essentiellement les cellules PU1 qu'on trouve dans le cerveau,
sont de la microglie résidente. Même chez les malades, il y a peu d'entrées de cellules monocytaires ou lymphocytaires venant du sang dans le cerveau. Et donc, quand on essaie de représenter un peu le genre de mutation qu'on voit, on voit que ça, c'est le jeune patient de Jean. On trouve une mutation de BRAF dans la plupart des échantillons qu'on séquence. Donc, il y en a absolument partout dans le cerveau. Et là, vous avez un code, donc ça va l'amygdale, l'hippocampe, le midbrain, le pons, le cérébellum. Il y en a partout. Ça, c'est le cérébellum d'un autre patient. Ça, on est là dans les patients adultes et on voit la même chose. Il y a les petits carrés verts qui correspondent à la détection de la mutation BRAF, il y en a absolument partout. Et de façon amusante ou intéressante, quand vous regardez dans les prélèvements du sang de la moelle, qui sont en rouge ici, en général, vous ne retrouvez pas la mutation. Sauf chez un patient, ici, vous avez une mutation BRAF dans le sang, un clone BRAF dans le sang. Et en général, et puis vous avez plein d'autres mutations qui sont beaucoup plus nombreuses qu'elles devraient être. C'est beaucoup moins vrai chez les jeunes que chez les vieux, ça augmente avec l'âge. Mais même chez les jeunes, vous avez des mutations de Siebel, des mutations de RIT1 qui sont d'autres gènes du pathway des marquinase qui sont activement, qu'on ne voit normalement pas qu'on n'arrive pas à détecter chez les contrôles. Et puis alors il y a vous voyez une diversité. Mais globalement, ils sont très mutés. Et c'est vrai qu'ils aient ou pas neurohistiocytose. Ce qui nous a un peu étonnés et embêtés parce qu'on s'attendait à ce que ces patients-là, 4, 5, 6, 7, il n'y ait rien là. Et en fait, ils n'en ont pas moins que... donc il y a quelque chose d'abord, c'est relativement spécifique des histiocytoses. C'est très rare de trouver ce genre de mutation de BRAF-VI chez des patients qui soient morts avec un cerveau apparemment normal ou qu'ils aient une maladie d'Alzheimer. En général, la mutation de la BRAF-VI est présente que dans les histiocytoses. On ne la détecte pas dans le contrôle. Et puis sur la droite de l'écran, ce qui était intéressant, c'est que la fréquence allélique, d'ailleurs le nombre de cellules mutées, est plus importante chez les patients qui ont des symptômes neurologiques, des neurohistios, que chez les autres. Donc ils ont des mutations, mais il y en a. Là, c'est la fréquence allélique, donc ça veut dire qu'environ 15% de la microglie d'un échantillon est mutée ici, donc ça peut aller jusqu'à 40%. Le pourcentage allélique pour une mutation hétérozygote doit être multiplié par 2 pour avoir le nombre de cellules atteintes. Donc si vous multipliez par 2, il c'est que 10% des cellules de cet échantillon sont mutées. Donc il y a beaucoup plus de cellules mutées dans le cerveau des gens qui ont des signes neurologiques que les autres. Et puis, ça c'est un truc qu'on peut discuter, mais quand on essaie de détecter la mutation dans le sang, on a du mal à la trouver. Ça, ce sont les deux jeunes patients. Même en séquençant profondément, on a du mal à trouver la mutation dans le sang. Par digital PCR, on la trouve pas. On la trouve dans un patient, qui est ce patient-là, où il y a un clone circulant dans le sang, et donc ce patient-là a une maladie qui est un peu différente de, par exemple, le patient 3, qui a un clone hématopoïétique qu'on retrouve, et puis un clone BRAF qui n'est que dans le cerveau. Donc vous voyez que ces patients, même quand ils sont âgés, qu'ils ont des clones hématopoïétiques en bleu ici, on trouve ces clones, mais on ne trouve pas le clone BRAF dans le sang. Et donc vous avez des exemples typiques avec un patient qui a un clone dans le sang et un clone dans le cerveau, qui ne sont pas détectables vice-versa dans le sang et dans le cerveau. Donc là, en général, dans cette série, pour la majorité des patients de cette série, le fait d'avoir une mutation dans la microglie ne veut pas dire qu'elle est détectable dans le sang et vice-versa. Et un autre résultat de cette étude, c'est qu'il y a une corrélation entre la fréquence allélique, donc le nombre de cellules mutées, et la partie postérieure du brain. Si on prend le cerveau en le déroulant du lobe frontal jusqu'à la medulla oblongata, on voit que là, il y a une augmentation moyenne de la taille des clones. Et c'est vrai pour les patients qui ont des signes neurohistiaux, pour ceux qui n'en ont pas.
La différence peut-être, c'est que quand avec Daniel, on regarde la pathologie, chez les patients qui ont une forme neurohistio, on a une bonne coïncidence entre la détection de la mutation et des signes histologiques. Chez les patients qui n'en ont pas, parfois on ne trouve pas la mutation, parfois l'histologie est normale, parfois les deux sont normaux. Donc c'est moins... ça correspond à ce que je vous disais. Plutôt les clones sont plus petits, ils sont trouvés plutôt moins fréquemment et de la même façon pour les lésions. Donc il y a quelque chose on s'est dit peut-être que la maladie, elle est d'incipience chez les gens qui n'ont pas de signes neurologiques, mais elle est là quand même. Mais elle n'a pas de traduction clinique qu'on peut détecter. Encore qu'un des malades qui n'avait pas de signes neurologiques était débuté, donc on peut se poser des questions. C'est une blague, c'était une blague. Et donc on a regardé dans les modèles murins, dans celui qu'on avait publié dans d'autres, et on observe la même chose. Que quand on introduit la mutation dans des précurseurs du système des macrophages, on voit la même chose. C'est-à-dire que le cortex est à peu près normal, ici. Les mutations s'accumulent dans le hindbrain, le brainstem, le cerveau, le midbrain. Et donc on a utilisé un modèle différent avec un driver de la mutation différent, et on obtient exactement les mêmes résultats. Le cortex est relativement épargné, alors que la maladie se développe en postérieur. Et c'est différent si on met la mutation systémique. Je passe les détails techniques, mais ici on introduit la mutation chez un adulte, donc on a muté la microglie et le sang et tout, et là on observe les cellules sont là, elles sont là, et la pathologie est partout. Donc ce qu'on voit chez l'homme, c'est que c'est compatible avec une accumulation postérieure, et la façon dont ça pourrait marcher est expliquée ici. On a regardé ici chez des jeunes souris. On a analysé dans les différentes parties du cerveau la fréquence allélique de la mutation après quand on l'a induit chez l'embryon. Et vous voyez que chaque petite ligne est une souris. Vous voyez qu'il y a des souris qui ont très peu de cellules mutées en frontal, dans l'hippocampe, et beaucoup. C'est très random. C'est-à-dire qu'à 2 mois, il peut y avoir des mutations dans le cortex et pas dans le cérébellum, ou dans le cérébellum et pas dans le cortex. Ça va un peu dans tous les sens. Mais quand on attend un peu, que les souris vieillissent un peu, on voit que il y a une concentration, la fréquence allélique devient très très dense dans le pons, le postérieur brain, ce qui correspond à une expansion préférentielle des clones dans le cerveau postérieur. Et donc ça aussi, ça fait penser que ce type de développement qui met du temps et qu'on observe aussi chez l'adulte pourrait faire penser que les cellules sont là depuis très longtemps chez l'adulte, puisqu'elles ont eu la mutation a eu le temps d'être présentes un peu partout, mais d'être plus abondantes en postérieur. Et si on regarde dans le cerveau de ces patients, on a eu beaucoup de problèmes pour analyser tous les patients par single cell ou même en microglitterie, parce que les cerveaux autopsiques sont très difficiles à travailler. Mais si on regarde sur le cerveau total, on voit une signature neuro-inflammatoire typique qui est associée avec les régions postérieures du cerveau, et les patients qui ont des atteintes neurologiques, et qui est beaucoup moins clair chez les patients qui n'ont pas d'atteinte neurologique, et puis dans les zones antérieures du cortex. Et il y a aussi des gènes qui manquent, et ce sont essentiellement des gènes associés aux neurones, en particulier aux neurones GABAergiques. Et donc, et pareil, de la même façon, c'est plus marqué dans le cerveau postérieur des patients qui ont des signes neurologiques. Et quand on compare avec ce qui se passe chez la souris c'est plus caricatural. On voit que le cerveau postérieur est cette signature neuro-inflammatoire très marquée, qui est moins marquée dans le cortex. Et il y a aussi une activité proliférative normale qui est beaucoup plus importante. Donc ça, c'est des contrôles qui est beaucoup plus important dans le cerveau postérieur qu'antérieur. Ça avait été publié par d'autres, et ça explique pourquoi ça peut expliquer pourquoi un avantage prolifératif à la mutation BRAF produit l'expansion préférentielle dans le cerveau postérieur, parce que la prolifération de base est déjà plus importante
dans la microglie dans le cerveau postérieur. Et ça, c'est les gènes mutés en commun dans le cerveau des patients et la microglie. Et la signature commune, elle est clairement inflammatoire, l'IL1, c'est dans le gène prototypique. Donc, il y a... Voilà. Et ça, c'est un truc qu'on observe dans la souris. Et dans l'homme, ça suggère que les mécanismes pourraient être communs. Et donc, on a essayé de regarder plus précisément ce qui se passait dans le cerveau. Et ça, chez l'homme, l'histologie montre qu'il y a une mort neuronale et une inflammation, avec une astrocytose et une microgliose, mais c'est très difficile à quantifier et à analyser au-delà de ça. Et donc on a utilisé le modèle murin pour faire une analyse par single nucléaire RNA-seq. On a analysé l'expression des gènes par chacun des noyaux des cellules de la microglie, astrocytaires, des neurones et autres du cerveau de ces souris. On a divisé le brainstem et le cortex, des souris mutantes et des souris contrôle, et puis on a réanalysé tout le monde en même temps, mais on avait barcodé pour pouvoir séparer qui vient quoi. Et donc ce que vous voyez, c'est que là vous avez donc tous les noyaux, vous avez le brainstem est en bleu, le cortex en rose, et vous voyez que tout ce qui est cortex, il y a les noyaux bleus et les noyaux rouges se surimposent, ils ont le même profil d'expression de gènes. Mais tout ce qui est en bleu ici, ça c'est pour le pink, le cortex, tout ce qui est en bleu pâle, le brainstem, vous voyez qu'on voit deux populations, la souris contrôle et la souris mutante. Donc il y a quelque chose de majeur qui se passe dans le brainstem, ce que vous savez déjà. Quand on regarde les cellules, on voit qu'il y a quand même moins de neurones dans le brainstem des souris mutantes et plus de microglies. Et puis les astrocytes sont réduits, donc on est content, on récapitule dans ce modèle ce qu'on savait déjà. Ce qui est en général ce qui se passe quand on fait du SM. Et quand on regarde, mais ça nous permet de regarder un peu plus précis ce qui se passe dans les neurones, cette mort neuronale. Donc c'est pareil, les neurones du brainstem sont en bleu pâle, les neurones du cortex sont en magenta, et vous voyez que ce sont donc ces groupes de cellules, ces groupes de noyaux qu'on a numérotés ici, dans lesquels vous pouvez distinguer le bleu du contrôle du VE, le bleu du rouge, le contrôle du virage. Dans le cortex, les choses restent très similaires. Et pour faire une longue story short, il y a des changements d'expression de gènes qui sont en général négatifs, mais ce qui se passe aussi, c'est que les neurones disparaissent. Et donc vous voyez que dans ces différents loci, les neurones GABAergiques et glutamatergiques sont quasiment disparus. Dans ces souris, ces souris qu'on a analysées là étaient bien malades. Et donc c'est les neurones inhibiteurs et activateurs du pons, les noyaux gris centraux, si vous voulez. Et on peut vérifier ça par imagerie, en regardant par exemple un de ces noyaux, et vous avez une perte neuronale de la moitié dans les souris qui sont malades. Donc c'est pas tous les neurones qui sont détruits, c'est plus préférentiellement ces types de neurones. La microglie montre la même chose que ce qu'on voyait avant. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on voit une réponse astrocytaire chez les patients. Et chez la souris, donc les astrocytes sont un peu diminués, mais ils sont extraordinairement activés. Et ils ont une réponse qui est plus forte que celle de la microglie, qui a été publiée précédemment dans des modèles de souris comme étant ce qu'ils appellent la neurotoxic astrocyte response, et qui est très marqué dans ces souris, avec l'expression d'un certain nombre de gènes. Et on a pu vérifier par immunofluorescence qu'il y a une activation, par exemple, du stade 3, qui est très importante dans ces astrocytes. Donc il y a une réponse très forte des astrocytes qui est toxique, enfin qui est prédite toxique.
et leur fonction de support pour les synapses, en particulier glutamatergique et GABAergique, est diminuée, mais c'est probablement parce que les synapses elles-mêmes ont disparu. Et les oligodendrocytes, ce n'est pas une réponse inflammatoire, mais ils s'arrêtent de fonctionner globalement. Donc ils sont silencieux. Et de la même façon, on distingue très bien dans les noyaux du brainstem, où sont la plupart des oligodendrocytes, le fait qu'ils sont globalement, tous, affectés. Et juste pour finir, et ça c'est les résultats qu'on avait déjà montrés, qu'on a essayé d'un peu analyser mieux, quand on avait traité avec un inhibiteur de BRAF qui diminuait les symptômes, c'est en rouge, on a voulu savoir si bloquer le MCSF récepteur avec des antagonistes qui tuent la microglie normalement. Donc si vous donnez ça à une souris, la microglie disparaît, mais ensuite elle va proliférer et revenir. Mais si on maintient une diète avec ce médicament pendant des mois, on diminue la microglie. Et vous voyez ça ici je pense que là on a que les malades. Donc c'est publié. Donc on s'est dit, si les cellules mutantes sont capables de mourir, sont toujours dépendantes du MCSF, peut-être que ça aura un effet comme BRAF, peut-être ça marchera mieux. Et l'effet est similaire en termes de limitation des symptômes et de survie des souris. Et si on met les deux ensemble, c'est à peine mieux. Ce qui est intéressant, c'est que l'inhibiteur fait disparaître la microglie, ce qui veut dire que ça marche. C'est-à-dire que ce qu'on avait peur, c'était de sélectionner les cellules mutantes en tuant les cellules normales qui restaient, en imaginant que les cellules qui portent la mutation BRAF vont être survivre mieux dans ces conditions-là, mais ce n'est pas le cas. Et quand on regarde dans ces noyaux du pont les neurones, on voit qu'on arrive à limiter ou à prévenir leur complète... mais bon, on a moins de morts, on a plus de neurones quand elles sont traitées par l'inhibiteur du CSF1, comme le BRAF, et ça ne marche pas tellement mieux quand on ajoute les deux. C'est probablement technique, mais ça marche. L'un des intérêts, c'est que bloquer au long cours BRAF ou MEC, ce qu'on veut, ça peut être très toxique, et pour l'instant, personne n'a trouvé de toxicité notable chez l'homme, du traitement par les inhibiteurs de MCSF récepteur. Ça ne fait pas grand-chose. Les gens l'utilisent dans le cancer en imaginant qu'en tuant les macrophages qui aident le cancer, d'après eux, à pousser, on allait améliorer le cancer. En fait, ça ne marche pas, mais ça n'est pas toxique. Donc ça pourrait être potentiellement quelque chose d'utile, des non toxiques. Et donc pour finir sur ces données, j'espère que je suis dans les temps. De façon surprenante, chez tous les patients qu'on a regardés, et c'est vrai qu'on n'en a pas regardé beaucoup, mais bon, chez tous, il y a des clones BRAF un peu partout dans leur cerveau. Ça ne veut pas dire qu'ils sont malades, mais ces clones sont là, et les datas que je vous ai montrées suggèrent qu'il y a une évolution qui est lente, qui conduit à l'augmentation des tailles des clones avec le temps. Ça se passe plutôt dans le cerveau postérieur, ce qui correspond au fait que la microglie dans ces zones-là prolifère davantage, et l'ensemble des états que je vous montrais est en faveur d'un modèle chez la plupart de ces patients d'une maladie qui viendrait plus d'une mutation dans le système des macrophages que de clones dans le sang. Encore que, par exemple, le patient 8 est un exemple d'un patient dont le clone probablement vient du sang. Donc les deux sont possibles. Mais il peut tout à fait avoir une maladie où on peut même avoir plusieurs tissus atteints, parce que la mutation peut être partagée dans des macrophages dans différents tissus, sans que le clone circule dans le sang. Donc je ne pense pas que ce soit un bon marqueur d'une atteinte neurologique d'avoir une part de clone dans le sang. Et donc, voilà, donc c'est pas inattendu
voit que la maladie est driven par la microglie. Et ça a l'air d'être, initialement, très clairement inflammatoire, voilà. Et donc l'idée, c'est que... et puis, une chose intéressante sur laquelle je n'ai pas discuté, c'est que il y a plein de mutations secondaires qui apparaissent dans ces patients. Donc voilà ce qu'on a appris sur cette maladie neurologique en regardant le cerveau des patients et des modèles de souris.